De dimanche en politique en Ile-de-France. Retour en grand format, puisque nous sommes ensemble pour 52 minutes de débat sur la question des quartiers prioritaires. Débat en collaboration avec Make.org qui a mené une consultation auprès des internautes dans le cadre de la présidentielle consultation intitulée Ma France 2022. Nos partenaires également pour ce débat, France Bleu Paris. Nous avons le plaisir de recevoir notre consoeur Faustine Moherane. Bonjour Faustine. Bonjour Florent, bonjour à tous. En effet, trois parties à cette émission. La rénovation urbaine, la question sécuritaire, l'éducation, l'emploi. Je poserai le constat, les enjeux. J'essaierai aussi d'être le relais des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes de France Bleu et France 3 qui ont participé à cette consultation Ma France 2022. Je vous présente nos invités qui vont débattre donc sur la question des quartiers prioritaires. Dieynaba Diop, vous êtes porte-parole d'Anne Hidalgo dans cette campagne présidentielle. Bonjour. Vous êtes maire adjointe PS de la ville des Mureaux, en charge des relations internationales, de la francophonie et de l'apprentissage des langues. Vous êtes aussi conseillère régionale. Othmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse, vice-président de la région Île-de-France, en charge de la jeunesse, de la promesse républicaine, de l'insertion professionnelle. Et puis vous êtes aussi élu d'opposition à Trappes, membre des Républicains. Danielle Simonet, conseillère La France Insoumise de Paris. Vous êtes également oratrice nationale de la France Insoumise, notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis enfin, Vijay Modani, porte-parole d'Éric Zemmour, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis. Vous êtes un ex-LR, passé donc chez Éric Zemmour depuis. Vous êtes membre de Reconquête. Merci beaucoup à tous et bonjour aussi. Merci d'être là. On va peut-être commencer par quelques chiffres avant d'ouvrir ce débat. 5,5 millions de personnes vivent dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville, des quartiers qui sont au nombre de 1514 en France. 272 sont situés dans notre région. Des habitants qui ont l'impression d'être un petit peu les grands oubliés de cette campagne présidentielle. C'est en tout cas ce que pense la coordination nationale des Passons-nous, qui est menée par Mohamed Meshmash, fondateur d'Assez le Feu. Et c'est vrai qu'il y a une abstention massive dans ces quartiers. Dieynaba Diop, le Parti socialiste a reculé dans ces quartiers prioritaires. Une enquête IFOP pour la revue Écran de veille, publiée en janvier dernier, montre que la gauche a reculé de 20 points, là où elle était majoritaire avant. Et que seul Jean-Luc Mélenchon tire son épingle du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé au PS? Vous n'arrivez plus à parler aux habitants des quartiers prioritaires? On leur parle quotidiennement parce qu'il faut quand même rappeler que nous sommes la force de gauche qui est la plus présente en tant qu'élus de proximité, c'est-à-dire dans nos villes, dans nos régions, dans nos départements. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'incompréhension et il y a, moi je le dis, il y a quelque chose qui s'est fracturé entre l'électorat des quartiers prioritaires et le Parti socialiste. C'est aussi pour ça que nous travaillons sur des propositions concrètes, c'est-à-dire qu'on essaye d'être là, présent au quotidien pour rappeler que nous agissons, que nous savons faire et que c'est vrai qu'il y a eu certainement des déceptions au niveau national, mais qu'en termes de proximité, on reste la première force de gauche, celle à laquelle on fait le plus confiance dans son quotidien. Danielle Simonet, il y a une stratégie de conquête de ces quartiers? Oui, bien sûr, parce que la bataille, c'est la bataille contre l'abstention. Et la bataille, c'est la bataille aussi pour la redistribution des richesses. Macron a un bilan, mais catastrophique, qui crée une situation d'urgence sociale dans le pays. Et d'ailleurs, le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'Avenir en commun, défend par exemple l'instauration de la garantie dignité, qu'il n'y ait plus une seule personne en dessous du seuil de pauvreté et qu'il y ait une allocation à 1 063 € pour toutes et tous. Et dans les quartiers populaires, il faut savoir que plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça monte même à 60%, 80% dans certains quartiers. Et d'ailleurs, j'invite toutes et tous, cet après-midi, on va organiser une grande marche pour la 6e République et je suis persuadée qu'il y aura beaucoup de personnes des quartiers populaires et ce sera à partir de 14h à Bastille. La coordination nationale des Passons-nous estime que soit on ne parle pas des quartiers populaires, soit on en parle toujours sous l'angle sécuritaire. Vijay Modani, est-ce que ce n'est pas le cas de votre candidat, Éric Zemmour? Alors moi, vraiment, ça m'agace quand j'entends des gens qui disent que les quartiers prioritaires sont les oubliés de la politique ou les oubliés de la République. Au contraire, ce sont les enfants gâtés de la République. Depuis 40 ans,
Dans ces quartiers prioritaires, on a déversé des milliards d'euros, probablement 200 milliards d'euros en 40 ans. Donc ce ne sont pas des oubliés de la République, bien au contraire. Ce sont ceux qui ont été le plus privilégiés, notamment par l'argent public. Ce sont des quartiers où il y a tout. Il y a des transports publics, il y a des services publics, il y a des lycées, il y a des écoles, il y a des universités. Ils sont beaucoup mieux lotis, par exemple, que dans la France périphérique, où on ne se plaint jamais. Donc cette contradiction, j'en parle en connaissance de cause parce que je suis un des rares hommes politiques à avoir vécu dans ces quartiers prioritaires. Dans la cité des Tilleuls, au Blanc-Ménil, au 9e étage d'une cour sociale. J'ai grandi à la Ligne Blanche, on ne va pas faire un concours, j'ai grandi au Muro. Mais on en parle en connaissance de cause. Voilà. Et moi, j'ai vu les conditions se dégrader à mesure qu'on y versait des milliards d'argent public. On va en reparler dans le fond, bien sûr, pendant ce débat. Othmane Nasrou, qu'est-ce qui vous distingue d'Éric Zemmour? C'est vrai que Valérie Pécresse a voulu ressortir le jet à haute pression, puisqu'on peut dire le Karcher. Est-ce que votre candidate ne parle pas de ces quartiers également uniquement sous l'angle sécuritaire? Ce qui me distingue, c'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est que nous, on cherche des solutions. Et quand Valérie Pécresse parle de remettre de la sécurité dans ces quartiers, c'est une réalité. Qu'il y a une délinquance, c'est une réalité. Qu'il y a des trafics qui gangrènent ces quartiers. Et c'est au contraire dans l'intérêt des habitants. Et pour eux qu'on le dit, et pour eux qu'on propose des solutions concrètes, on va pouvoir y revenir. Dans ces quartiers, il y a évidemment une majorité donnée de gens qui cherchent à vivre paisiblement. Ils ont le droit à la même sécurité, au même respect des valeurs de la République qu'ailleurs. Mais contrairement à ce que je viens d'entendre, nous n'opposons pas les territoires, nous n'opposons pas la dignité de certains Français qui habitent dans ces quartiers et d'autres qui habitent ailleurs. Et d'ailleurs, on va s'occuper de la ruralité, on va verser 1 euro à la ruralité contre 1 euro à la politique de la ville. C'est tout à fait normal, puisqu'évidemment, tous les Français ont pour nous la même dignité. Mais remettre de la sécurité dans ces quartiers, c'est la moindre des choses. Il faut que la loi de la République s'applique partout. Et c'est une demande des habitants de ces quartiers. On va en parler de la sécurité. D'abord, on va s'intéresser à la rénovation urbaine. C'est le premier thème de notre débat, la rénovation urbaine, qui est un des secteurs clés de la politique de la ville. Et d'abord, peut-être un état des lieux avec vous, Faustine. Oui, dans la forme d'abord. A-t-on fait des erreurs à la conception de ces cités, des îlots déconnectés de la ville, parfois des cul-de-sac? La rénovation urbaine des 40 dernières années est-elle la solution à tous les maux de nos banlieues? Faut-il continuer à raser les grands ensembles, mais pour y mettre quoi à la place? Comment loger les habitants sans les parquer? Quelle mixité aussi pour ces quartiers, évidemment? À quelle échelle la mixité, la commune ou le département? Cette mixité, faut-il la forcer ou la limiter? Vous allez nous dire ce que vos candidats proposent. Alors, avant de vous entendre, peut-être déjà quelques chiffres sur les 2 grands programmes qui concernent la rénovation urbaine. D'abord, le programme ANRU, qui était donc sur la période 2004-2020, 12 milliards d'euros de travaux, 50 milliards d'investissements dans 600 quartiers. Et selon l'ANRU, 540 000 emplois créés dans ces quartiers. Plan qui a été continué par le nouveau programme national de rénovation urbaine, qui a commencé, on va le voir, en 2014 et qui doit se poursuivre jusqu'en 2030. Là aussi, 12 milliards d'euros mobilisés. Et on a un bilan intermédiaire qui a été fait par l'ANRU en février 2020. 85% du programme est lancé. Et voilà, ça nous donne des chiffres quand même sur les destructions de logements sociaux. Par exemple, 89 000 logements détruits, 65 000 reconstruits, 120 000 logements sociaux également réhabilités. Et il y a eu un effort de fait aussi pour 824 équipements publics, dont 241 écoles. Othmane Nasrou, Valérie Pécresse veut limiter à 30% les logements très sociaux dans les communes. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, on ne s'est pas assez attaqué au ghetto urbain? Oui. Ça veut dire très clairement qu'il faut qu'on mette de la mixité sociale et qu'il ne faut pas concentrer les difficultés dans les mêmes quartiers. Aujourd'hui, quand les quartiers sont refaits, il n'y a pas de mixité sociale? Alors d'abord, sur la rénovation urbaine, on a pris beaucoup de retard par rapport à ce qui était prévu. Et le nouveau programme de rénovation urbaine sous le quinquennat d'Emmanuel Macron a été en panne, comme à peu près toutes les réformes qui étaient attendues, comme à peu près tant de sujets. Il a été relancé en 2021. Oui, mais c'est un peu tardif. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la dernière année du quinquennat. Mais derrière, il y avait 4 années d'inaction totale et d'immobilisme sur ce sujet. Mais il faut remettre de la mixité sociale. Et moi, je veux le dire très clairement, il y a des élus clientélistes qui ont volontairement voulu avoir 60, 70, 80% de logements sociaux dans les mêmes territoires. C'était une politique totalement irresponsable. Ça a concentré les difficultés, ça a fait fuir les classes moyennes et ça a cassé l'ascenseur social dans ces quartiers. Il faut faire l'inverse. Il faut donc refuser qu'il y ait plus de 30% de logements sociaux dans les mêmes territoires. Logement social ou logement très sociaux? Très sociaux, oui.
C'est pas pareil. Hein. Oui, parce que ce qui est bien, c'est que nous, en plus, ce n'est pas que des paroles, ce sont des actes. Vu que Valérie Pécresse l'a fait en Ile-de-France, elle a arrêté de financer le logement très social, ce qu'on appelle le PLAI, pour être très précis, dans les communes qui en comptent plus de 30%. Et c'est une très bonne mesure parce que ça permet de remettre de la vraie mixité sociale. Il va falloir qu'on fasse du beau dans ces quartiers, qu'on continue de casser les tours, mais à un rythme beaucoup plus rapide, qu'on le fasse main dans la main avec les maires et qu'on remette et de la sécurité et de l'espoir dans ces quartiers. 125 000 logements sociaux que Valérie Pécresse veut construire par an sur 500 000 en tout. 500 000 logements. Elle les met où, du coup? Elle les répartit sur l'ensemble des communes d'Île-de-France? De France. Et de France, mais là, oui, en l'occurrence. Oui, elle veut mettre Trappes en Provence. Non, absolument pas. Absolument pas. Je vous rappelle qu'il y a une loi aujourd'hui, SRU, qui s'applique avec un seuil de 25%. On peut construire. Je vais vous dire une chose. Globalement, on a un sujet aujourd'hui. Nous allons vers la plus grande crise du logement dans notre pays. Depuis longtemps, parce qu'aujourd'hui, on est passé en dessous des 400 000. C'est pas, pardon ? Vous allez l'aggraver par un programme pareil. En voulant construire du logement ? Non, parce que ce que vous dites de tout à l'heure, vous avez insisté notamment sur la stigmatisation des villes qui ont plus de 30% de logements sociaux. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur la stigmatisation de ces villes comme Neuilly qui ne comptent même pas 6% de logements sociaux. Les ghettos de riches qui restent dans leur entre-soi et qui refusent d'appliquer la loi SRU et qui sont dans l'illégalité la plus totale. Mais mesdames, c'est pas l'un ou l'autre, en l'occurrence. Je rappelle qu'aujourd'hui, ces villes sont très contraintes par les autorités préfectorales, payent des pénalités, alors que parfois, elles n'ont pas de foncier. Donc, je veux bien qu'on là où il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de foncier, c'est difficile. Soyons pragmatiques, arrêtons les idéologies. Daniel Simonet, vous avez pris la parole sur la loi SRU. Justement, je voulais vous interroger là-dessus. Vous souhaitez une loi SRU à la France Insoumise, renforcée à 30%. Bien sûr, il n'est pas acceptable. Dans toutes les communes ? Nous voulons inscrire, par exemple, le droit au logement dans la Constitution. Il n'est pas acceptable que des villes puissent se permettre d'être hors la loi, de ne pas respecter l'obligation de faire du logement social pour rester dans des entre-soi de riches. Et vous avez vu les chiffres que vous avez donnés sur l'ANRU parlent d'eux-mêmes. L'ANRU a été un prétexte pour réduire le nombre de logements sociaux, ce qui est catastrophique. D'ailleurs, sur le bilan d'Emmanuel Macron, c'est un vrai problème. Vous avez une forte baisse des budgets alloués au logement, moins 184,9 millions d'euros pour les logements sociaux, et vous avez 46,5 millions d'euros en moins pour la politique de la ville. Il y a une urgence en matière de logement. Il faut construire du logement et du logement social. Et il faut également enfin encadrer à la baisse les loyers. Il faut enfin encadrer à la baisse les loyers. Pour la mixité sociale, vous souhaitez aussi instaurer des plafonds de logements sociaux? Non, des plafonds sur les territoires. Mais vous savez, le problème des quartiers, populaires, c'est comment est-ce que l'on permet, et c'est ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on permet de lutter contre la précarité et contre la misère? Comment on met en place une garantie de dignité, une politique de plein emploi? Comment est-ce qu'on remet des services publics dans nos quartiers populaires? Il faut marcher sur ces deux pieds. C'est-à-dire que lorsque on veut de la mixité sociale, ça implique qu'effectivement, il y a un plafond au niveau des logements dits très sociaux, ça je suis d'accord, mais là où je suis d'accord avec Mme Simonet, c'est vous avez voté contre à la région Île-de-France, Mme Diop. Non, alors je vais vous expliquer. Vous êtes peut-être pour désormais, mais vous l'avez pas été. Parce qu'en fait, vous jouez toujours sur les mots. Le problème, c'est que sous la mandature de Mme Pécresse, on n'a jamais aussi peu construit de logements sociaux en Île-de-France. Je vous dis pourquoi. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on laisse dans l'entre-soi certaines villes qui sont à même pas 5% de logements sociaux. On ne les contraint pas. L'État ne joue pas son rôle régulateur. Et vous avez des ghettos de riches qui sont dans, par exemple, pour ne pas les citer, dans le 92, dans le 78 où je vis, vous avez des endroits où vous n'avez pas, justement, cette loi n'est pas respectée. Anne Hidalgo veut construire 150 000 logements sociaux, si mes souvenirs sont bons, dont 60 000 très sociaux. Ces très sociaux, vous les mettez dans les ghettos de riches ou pas? Exact. C'est-à-dire que nous, ce que nous voulons, c'est que les gens se mélangent. C'est-à-dire que comme on veut que les gens, justement, vivent ensemble, il faut qu'ils grandissent ensemble. Moi, je suis navrée. Parce que le problème de la droite, c'est que chacun reste là où il est. C'est-à-dire qu'on continue dans les déterminismes sociaux, on continue dans le déterminisme aussi géographique. C'est-à-dire que, surtout, la mixité, tout le monde en veut, vous savez, mais surtout pas chez moi. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de villes de droite. Et nous, ce que nous disons, c'est que si vous voulez réunir la France, il faut que les gens grandissent ensemble. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître les uns les autres, c'est comme ça qu'on lutte contre les préjugés. Et moi, cette France-là, c'est celle que j'ai connue. Moi, j'ai 47 ans. Et moi, j'ai grandi dans une France où on ne se posait pas la question de la couleur des peaux, de l'identité des autres ou de sa religion. Ça donne une France qui était cosmopolite, qui se parlait. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait des ghettos. Ouais.
Vijay Monani. Non, mais moi, je veux pas qu'on empêche les maires ici ou là de faire de la rénovation urbaine. D'ailleurs, on n'a jamais à migration qu'aujourd'hui. Et en réalité, les quartiers prioritaires, ils n'ont pas besoin de plus de rénovation urbaine. L'obsession Ils n'ont pas besoin, pardon, laissez-moi terminer. Ils n'ont pas besoin de plus de subventions. Ils ont besoin de moins d'immigration. Il y avait plus de mixité sociale. Parce que quand on a des quartiers qui sont déjà en difficulté et qu'on fait venir encore plus d'étrangers, parmi les étrangers qui sont le plus récemment établis en France et qui cumulent le plus de difficultés, eh bien, ça ne marche pas. Mais votre candidat veut supprimer la loi SRU. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'obligation de construire. Ça veut dire que les maires font exactement ce qu'ils veulent. Ils font ce pourquoi ils ont été élus. C'est une politique ultralibérale. Zemmour a une politique ultralibérale, d'ailleurs. Mais si vous considérez que c'est ultralibéral de laisser le maire faire ce que veut leur... antisociale, anti-quartier on laisse les maires faire ce que veut leur population. Non, mais c'est une drôle de conception de l'égalité républicaine. C'est quand même très, très bizarre. Mais monsieur Monani, vous avez une drôle de conception de l'égalité républicaine. Moi, j'ai grandi dans une ville qui a été gérée par la gauche pendant 80 ans. Si ça avait marché, ce que vous proposez, franchement, ça se saurait. Mais venez au Muro. Vous savez, on a fait l'ANRU. On a fait l'ANRU. Le quartier où j'ai grandi de la Lune Blanche a été rénové. Non, mais en tout cas, les gens vivent ensemble. C'est un éco-quartier. On a fait ressortir. Justement, mais il y a beaucoup moins de problèmes. Il y a beaucoup moins de problèmes. Je peux vous assurer. Le niveau de criminalité, il a baissé au Muro. Moins d'immigration, c'est la vraie solution pour les quartiers prioritaires. Est-ce qu'il y a une plus grande mixité sociale et ethnique aussi? Oui, il y a une plus grande mixité sociale. D'ailleurs, lorsque Emmanuel Macron vient faire son discours justement pour la loi séparatiste au Muro, eh bien moi, ce qui m'a aussi un peu choqué, c'est que tout le monde fait les mêmes constats. Alors, vous savez, on manque de mixité sociale, etc. Prenez les photos de classe de certains, de certains quartiers. Oui, alors ? Eh bien, je suis la première à le dire. Ben voilà. Moi, j'ai grandi dans une république où, effectivement, il y avait de la mixité sociale. On le voyait dans les photos de classe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une stratégie d'évitement de certains parents. Exactement. Eh ben, pourquoi? Parce que les services publics ne sont pas à la hauteur. Donc, il faut redonner aux services publics une école de qualité pour qu'on arrête cette stratégie d'évitement. Othman Nasrou. Oui, alors encore une fois, moi je n'ai pas de difficulté à ce qu'on débatte de tous les thèmes. On pourrait débattre de l'immigration. La dernière fois qu'il y a eu un débat sur ce thème entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, on a vu qu'en réalité vous n'avez aucune mesure concrète pour maîtriser les flux migratoires. Vous avez parlé des quartiers sans parler une fois d'immigration. Bien sûr, mais je peux vous dire l'immigration 3 fois. Là, on le redit, la maîtrise des flux migratoires, elle est dans notre projet, elle n'est pas dans le vôtre. Donc si vous voulez, on peut en parler. Mais on me pose une question. Vous avez parlé de Attendez, parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Une politique sur la question du logement et de l'urbanisation. Répétez encore une fois ce que je viens de vous dire. Et ça n'a aucun rapport avec l'immigration. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la question du parc social, elle se pose dans d'autres termes. Non. Un, il y a la question de la fluidité du parc social. Par exemple, Valérie Pécresse propose qu'il y ait désormais pour les nouveaux locataires un bail de 6 années, renouvelable, mais qu'il n'y ait pas effectivement qu'on puisse avoir plus de mobilité, parce que vous avez des gens qui sont bien au-dessus parfois des revenus qui sont requis, qui se maintiennent malgré tout dans le parc social. On veut mettre les travailleurs en première ligne comme prioritaires aussi dans le logement social, pour qu'on puisse les rapprocher de leur lieu de travail. Donc vous voyez, je peux vous parler de la maîtrise des flux migratoires. Je peux vous parler prioritaires dans le logement social. Et monsieur Monnet, c'est une divergence chez vous. Pour moi, un étranger qui est en situation régulière, qui respecte la loi, il a les mêmes droits. C'est un citoyen. À l'exception des allocations non contributives. Alors même que dans mon département, il y a 90 000 Français qui attendent un logement social. Mais monsieur Monnet, votre projet sur l'immigration, c'est une demi-page. Il n'y a rien dedans. Vous faites que qu'agiter les peurs. On n'est pas là pour un débat entre LR et Reconquête. Juste, Vijay Monnet, parce que vous avez un petit peu de retard. Comment est-ce qu'on lutte contre le repli communautaire si on n'agit pas sur la question de la territoriale? Vous me posez la question à moi? Oui, justement. Eh bien, justement, moi, je propose qu'on arrête d'accueillir ceux qui viennent pour assimiler ceux qui restent. Parce que pour que l'assimilation fonctionne, il faut que ceux qui sont accueillis soient minoritaires par rapport à ceux qui les accueillent. Vous avez dit que les maires doivent faire ce qu'ils veulent. Et dans certains quartiers, notamment là où je suis élu en Seine-Saint-Denis, les populations étrangères sont majoritaires. Et dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous appelez étrangère? Étrangère, c'est celui qui n'est pas français. Ah, voilà. D'accord. Donc, par exemple, mon père, qui est de nationalité sénégalaise, qui est en France depuis 50 ans... Il est étranger. Il a la nationalité française ou pas? Non, mais il est étranger, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là qui sont en situation... Non, mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont en situation régulière? Soit il est sénégalais, soit il est français. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont en situation régulière? On va pas faire de débat. Voilà, Daniel Simonet, vous concluez sur cette partie, on passe à la sécurité juste derrière. Dans les quartiers populaires, en matière de logement, la préoccupation, c'est déjà d'avoir, accès à un logement, 2, que ce soit un logement digne. Parce que la vétusté du
du pacte social, c'est une catastrophe. Qu'il y ait enfin des services publics contre les punaises du lit, parce que c'est un fléau dont les pouvoirs publics aujourd'hui se moquent. Donc il faut absolument mettre des moyens, et nous envisageons notamment 200 000 logements sociaux par an rénovés pour la réhabilitation thermique, parce qu'on a un problème des passoires thermiques terribles. Et concrètement, plus de 700 000 logements sociaux construits par an. Le droit au logement est une priorité. Il faut savoir que c'est vraiment la première des dépenses de l'ensemble des familles. C'est pour ça qu'on parle des loyers, que nous, par exemple, le bouclier logement. Le bouclier logement, où on veut justement qu'il n'y ait pas plus de 30% des revenus des personnes qui soient consacrés au logement. Elle était maire de Paris, elle a essayé de faire en sorte que le logement social corresponde aux besoins de la population. Mais non, il y avait 36% d'ouvriers employés en 2001, il n'y en a même plus que 20% aujourd'hui. Restons sur nos sujets, faisons des propositions concrètes, s'il vous plaît. Oui, on a entendu vos propositions sur le logement. On passe à un autre sujet de préoccupation des habitants des quartiers prioritaires. Faustine, c'est la sécurité. Oui, c'est le point noir de ces cités. D'après la dernière enquête du ministère de l'Intérieur sur les quartiers prioritaires de la ville, elle date de décembre 2020, la délinquance, les faits de délinquance sont les mêmes qu'ailleurs, mais il y en a 2 fois plus. Les habitants de ces quartiers prioritaires de la ville sont surreprésentés parmi les personnes mises en cause par les services de police et de gendarmerie. Sans surprise, le sentiment d'insécurité est très important dans ces quartiers. 27% des habitants renoncent à sortir seuls de chez eux. Les phénomènes de bandes sont particulièrement cités, les affrontements pour les maîtrises d'un territoire ou d'un secteur du marché de la drogue notamment. Les violences aussi contre la police lors des contrôles. Des violences qui font de ces quartiers, pour certains, des zones de non-droit, alors qu'en face, seulement 1/3 des habitants jugent la présence policière insuffisante. Les 2 autres tiers ne veulent pas plus de policiers dont ils se méfient. C'est pour réinstaurer du lien, disait-il, que le gouvernement actuel avait lancé la création de 62 quartiers de reconquête républicaine en France, 1300 policiers et gendarmes supplémentaires affectés d'ici 2022. Mais l'État n'est pas le seul acteur de la sécurité dans ces quartiers. Ces dernières années, la politique de la ville a voulu y associer les maires, leur police municipale, les bailleurs sociaux ou encore les entreprises de transport. Merci Faustine. Renfort, on parlait des quartiers de reconquête républicaine, renfort donc de policiers dans ces quartiers, en général entre 10 et 30 policiers en plus. Ça représente 10 policiers, ça représente 3 patrouilles de police en plus. Vijay Monani, je vous voyais acquiescer sur le constat qui a été fait par Faustine sur ces quartiers-là. Vous, si votre candidat est élu, comment est-ce que vous faites revenir la tranquillité publique dans ces quartiers ? C'est vrai que la délinquance explose dans ces quartiers dits prioritaires. Mais c'est vrai aussi que moi, dans mon canton, vous savez, il y a une cité, et les habitants font très peu appel à la police, souvent parce qu'ils ont peur des représailles notamment. Et souvent parce que ceux qui sont la cause de cette insécurité, de ce sentiment d'insécurité, qui n'est pas seulement un sentiment, mais qui est une insécurité réelle et vécue, est le fait de quelques individus seulement. Et nous, ce que nous proposons avec Éric Zemmour, c'est d'écarter ces individus dès lors qu'ils sont condamnés pour un délit ou pour un crime, notamment pour des faits de stupéfiants, et bien que leur bail social soit immédiatement résilié et qu'il y ait une mesure d'éloignement de ces quartiers-là. De la même manière, dans les écoles, lorsqu'il y a un enfant qui commet un délit et qui est condamné, on doit suspendre les allocations familiales aux parents et ça devrait pouvoir aller jusqu'à la résiliation du bail social, de manière à pouvoir écarter les fauteurs de troubles de ces quartiers pour faire revenir la tranquillité pour tous les autres. La notion de défense excusable, mise en avant par votre candidat Éric Zemmour, c'est une protection juridique qui permettra aux victimes et aux policiers de se défendre sans risquer de poursuite. Oui, aux victimes et aux policiers. Pour les policiers, il y a une autre mesure qui est la présomption de légitime défense. Oui. Mais qui ne s'applique pas que pour les quartiers prioritaires. Est-ce que ça ne peut pas se transformer en situation incontrôlable dans les quartiers, avec peut-être des citoyens qui se feraient justice La situation incontrôlable dans les quartiers, elle est aujourd'hui. À la suite des affaires Théo, il y avait des collégiens qui allaient au collège avec des bouteilles d'essence dans leur sac parce qu'ils voulaient mettre le feu à un local poubelle. Donc la situation incontrôlable, c'est celle-là, c'est pas celle que nous proposons. Au contraire, Éric Zemmour, c'est le candidat de la paix retrouvée et de la tranquillité retrouvée. Othman Nasrou, vous partagez un certain nombre d'idées avec le parti Reconquête, abaissement de la majorité pénale à 16 ans, retour des peines planchées, ce sont les peines minimales quand on est condamné, suspension des aides sociales pour les parents d'enfants délinquants, par exemple. La notion de défense excusable, comment est-ce que vous l'accueillez ?
Tout ce que vous avez cité, nous le proposions avant et depuis des années. Les pelles planchers, nous les avions même mises en œuvre avant que François Hollande ne revienne dessus. Moi, je considère que la légitime défense aujourd'hui qui est inscrite dans la loi est suffisante et que je ne crois pas qu'il y ait besoin d'une évolution législative sur ce sujet-là. Le vrai sujet, et je m'étonne d'ailleurs qu'on n'en parle pas, c'est d'abord effectivement sur le terrain, puisqu'on veut laisser chaque maire faire ce qu'il veut, si j'ai bien entendu. Valérie Pécresse, elle propose une police municipale armée. Parce que c'est l'échelon de proximité aujourd'hui dans toutes les communes de plus de 5000 habitants. Oui. Mais à chaque fois qu'on dirait quelque chose, vous direz nous aussi. Non. En l'occurrence, on le propose depuis des années maintenant et dans sa région, elle en a financé on a le droit de 300. la même chose. Eh bien, tant mieux pour vous. Je suis très heureux pour vous. Mais alors, je Vous poursuis. représentez deux partis de droite. Hein, Mais oui, enfin, non, je suis désolé. Pour moi, c'est l'extrême droite. Mais en l'occurrence, il y a une divergence aussi fondamentale, c'est que je ne vous ai pas entendu parler de justice, de la réponse pénale. Pour remettre de la sécurité, on a un sujet aujourd'hui d'exécution des peines. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison, il en a livré à peine 2 000. Aujourd'hui, on a 60 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées tous les ans. Donc il faut remettre des peines planchées, il faut mettre une peine d'1 an de prison ferme. À chaque fois qu'on s'en prend à un dépositaire de l'autorité publique, un policier, ça sera bien plus sécurisant que ce que vous proposez, même un pompier, un enseignant, un maire, un élu local, et qu'on remette de l'autorité, évidemment, dans ces quartiers, mais plus globalement sur l'ensemble de notre territoire, et que les peines qui sont prononcées par les juges, et pour ça, il faut qu'on renforce considérablement les moyens de la justice, pour cela, il faudra qu'on augmente de 50% le budget de la justice, soient réellement exécutées, effectivement, pour en finir avec l'impunité. Non, on est d'accord avec ça. Et vous répondez à la 7e priorité des Français qui ont contribué à la plateforme Ma France 2022 en partenariat avec Mec.org. En effet, durcir le système judiciaire, lui donner plus de moyens, alourdir les peines et avoir plus régulièrement recours aux travaux d'intérêt général. C'est ce que nous ont dit les Français qui ont participé à notre contribution. Et vous souhaitez instaurer des circonstances aggravantes pour les auteurs de crimes commis dans l'un de ces 62 quartiers de reconquête républicaine. Alors ça peut poser quelques questions juridiques sur l'unité territoriale. Est-ce que ce n'est pas aussi une double peine pour les habitants de ces quartiers? Parce que pour vous, les habitants de ces quartiers sont tous des délinquants? C'est ce que vous dites. Non, moi je parle des délinquants. Mais pardon, il y en a aussi. Je suis désolé de vous dire qu'il y a de la délinquance à partir du moment où dans des quartiers. Non, mais quand vous dites, mais on y fait face tous les jours. Moi, ce qui m'interloque, c'est que votre candidat dit clairement, quand vous commettez un crime et que vous êtes issu d'un quartier prioritaire, vous serez plus... Non, c'est pas quand vous êtes issu. Pardon, voyez, Madame Diop, il faut être honnête intellectuellement. C'est si vous faites un acte de délinquance dans un quartier qui est déjà gangréné par la délinquance. Il faut qu'on soit plus sévère. Mais Madame Diop, nous, notre engagement, c'est de mettre un terme à la délinquance dans ces quartiers. C'est ce que nous demandent les honnêtes gens de ces quartiers. Donc ça ne les stigmatise pas. Ensuite, sur le côté juridique, je vous réponds sur le côté juridique. Aujourd'hui, si vous faites... Ça veut dire concrètement qu'une personne qui commet un délit dans un quartier de reconquête républicaine sera doublement sanctionné. Il va dire que c'est déjà le cas dans les trains. C'est déjà le cas aujourd'hui si, par exemple, pas seulement dans les trains, mais selon les circonstances ou le lieu où vous vous rendez coupable d'un délit ou d'un crime, si, aux abords d'une école, vous êtes puni plus sévèrement que si vous le faites ailleurs. Dans les transports en commun, vous êtes puni plus sévèrement que si vous faites le même délit, les mêmes faits, la même personne, dans la rue. Ça s'appelle des circonstances aggravantes. Donc le fait d'être dans un quartier prioritaire, c'est une circonstance aggravante. Le fait de commettre un délit dans un quartier dans lequel aujourd'hui la police n'arrive même pas à rentrer, c'est un délit. C'est plus grave. Je vais aller plus loin, s'il vous plaît. Juste sur un point, de l'avance. C'est pas la seule proposition. Il y a une cohérence. Nous avons aussi les brigades coups de poing qui associent la police, la gendarmerie, la justice, le parquet financier, la cyberpolice. Pour qu'ensemble on arrive à lutter contre la délinquance. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy qu'on a supprimé. Je vous ai pas je vous donne la parole juste après. C'est d'en finir avec la délinquance. Finissez là-dessus. Mais je vous dis d'un mot, toutes ces mesures-là, elles ont un seul objectif, c'est d'en finir avec la délinquance. Elles se tiennent, elles sont cohérentes, elles sont juridiquement solides. Alors, ça a été totalement inefficace sous Nicolas Sarkozy. Je vous donne la parole juste après. Dienaba Diop, c'est quoi vos priorités en matière de sécurité? On a l'impression qu'il y a un discours sécuritaire qui est un peu plus, en tout cas, qu'on entend plus au Parti socialiste qu'avant. Mais le fait est, c'est que c'est pas qu'on l'entend plus, c'est que nous, on le faisait déjà dans les faits. Il y a cette espèce de petite musique où on dit la gauche, elle est toujours beaucoup plus laxiste, etc. Ça, c'est vrai. C'est faux. C'est faux, parce que justement, excusez-moi, mais les quartiers qui sont, les villes qui sont tenues par l'extrême droite, on n'a pas vu la délinquance baisser. Quelle ville dans le sud, par exemple, on n'a pas vu la délinquance baisser. Vous qui êtes justement ceux qui normalement devaient mettre fin, c'est l'extrême droite. Ah, parce que Éric Zemmour, c'est pas l'extrême droite? Bah écoutez, je pense qu'il faudrait revoir vos fondamentaux. Mais c'est pas grave. Quelles sont vos priorités en matière de sécurité? Première chose, en matière de sécurité, c'est la tranquillité publique et lutter contre le terrorisme. La tranquillité publique parce que, on l'a dit, on l'a redit, les premières victimes
justement de l'insécurité, ce sont les personnes qui vivent dans ces quartiers. Quand vous ne pouvez plus aller vous promener avec vos enfants parce qu'il y a des rodéos, parce qu'il y a justement des points de deal à côté de chez vous, vous en êtes les premières victimes. Et ça veut dire plus de policiers sur le terrain? Mais ça veut dire qu'il faut... Oui, plus de policiers sur le terrain, nous on le dit, une police de proximité avec la police municipale, mais c'est pas parce qu'on a par exemple de la police municipale qu'il faut un désengagement de la police nationale. Les deux vont ensemble. Parce que moi je suis par exemple contre un des points de divergence, je suis contre l'armement systématique de la police municipale. Là-dessus, parce que moi j'estime que le premier magistrat de la ville, c'est pas ce qu'on dit, le premier magistrat de la ville doit choisir si lui, oui ou non, il a envie d'armer sa police municipale. Parce que sinon, dans ces cas-là, on crée un seul corps. C'est-à-dire que si la police municipale est systématiquement armée, ça veut dire qu'elle a les mêmes prérogatives que la police nationale. Il va falloir être clair. Dans ces cas-là, les deux statuts se rapprochent. Mais ce n'est pas la même chose. La tranquillité publique, la mission de tranquillité publique de la police municipale n'est pas la même que les missions de police nationale. Pour nous, on est clair là-dessus. Très rapidement sur les sanctions, Faustine en parlait. Sur les sanctions, nous, on dit que justement, déjà, il faut donner les moyens à la justice d'appliquer les sanctions. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que notre justice est à la traîne parce qu'elle n'a pas les moyens d'agir. Quand, par exemple, vous commettez un délit et que vous n'êtes jugé que 18 mois, voire 24 mois plus tard, il n'y a pas d'effet de sanction. Travailler aussi beaucoup plus sur l'après-sanction, sur les travaux d'intérêt généraux. C'est beaucoup plus important, par exemple, sur nos jeunes. Moi qui suis professeur au Val-Fouré ou qui a grandi au Mureau, nous, on a déjà un travail qui est fait avec la préfecture, avec des travaux d'intérêt généraux, avec un suivi quand vous avez votre premier délit et d'après-sanction. Si vous n'accompagnez pas, ça ne sert à rien. Alors, Daniel Simonet, vous, dans le programme de la France Insoumise, il y a le démantèlement des brigades anti-criminalité, les BAC. Oui, tout à fait. Vous les remplacez par quoi? Nous, on pense qu'il faut vraiment refonder la police républicaine de la cave au grenier. On veut dissoudre les BAC et on souhaite vraiment qu'on passe des forces de l'ordre aux gardiens de la paix et qu'on redonne les moyens à la fois à la police de tranquillité en uniforme, voilà, en visibilité sur la rue, et qu'il y ait enfin beaucoup plus de moyens pour la police judiciaire en civil, la police qui enquête. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 30% du temps de la police municipale est accaparé par la verbalisation sur la question du cannabis, par exemple. C'est une aberration. On voit que toute la mesure de la logique de la politique de prohibition du cannabis a fait un résultat lamentable, puisque la France est le pays européen où la consommation de cannabis a le plus augmenté, donc on n'a pas à lutter contre ce problème, mais en plus, ça accapare les moyens. Donc nous sommes pour la légalisation et l'encadrement, afin, y compris, de pouvoir mener des politiques de prévention bien plus efficaces en termes de santé publique et de libérer le temps de la police. Aujourd'hui, il faut absolument une formation beaucoup plus importante de la police républicaine. Vous le savez très bien, l'accueil, par exemple, dans les commissariats pour toutes les femmes victimes de violences, c'est une honte. Ça n'est pas possible de continuer comme cela. On prévoit d'ailleurs un plan de plus d'1 milliard contre les violences faites aux femmes, avec y compris donc toute une formation, notamment de la police, sur la question du dépôt de plainte. Mais on sait aussi qu'il y a une clochardisation aujourd'hui de la police, qu'il y a un taux de suicide parmi les policiers beaucoup plus important en France. Et donc, il faut absolument à la fois avoir une revalorisation des professions, des conditions de travail, mais redéfinir les formations. Et par contre, il faut en interne être très exigeant. Le racisme dans la police, qui existe, il faut absolument Donc ça sera une des priorités de la France Insoumise. L'éradiquer, et la lutte contre le contrôle au faciès est essentielle, parce que vous savez que c'était le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui disait, et Jacques Toubon, c'est pas un insoumis, il disait qu'un jeune d'apparence noire ou arabe avait 20 fois plus de risques d'être contrôlé. Si on veut restaurer une confiance de la citoyenneté, il faut qu'il y ait un contrôle citoyen sur la police qui puisse se faire, qu'enfin on puisse se parler, et que la police de proximité soit enfin une police républicaine de tranquillité. Alors, on a juste quelques contributions d'internautes. On va vous demander de vous positionner dessus très rapidement. Il y en a une d'ailleurs qui fait écho aux propos de Daniel Simonet, et après il va falloir passer sur le dernier thème du débat. En effet, une proposition qui a été beaucoup faite par nos auditeurs, nos internautes, nos téléspectateurs, c'est la légalisation du cannabis. Il faut légaliser le cannabis, nous dit Jeff, 41 ans, en Seine-Saint-Denis. Ça fera moins de trafic, il y aura une meilleure prévention, les jeunes retourneront à l'école, il y aura plus de recettes pour l'État.
Il y a eu 200 votes sur cette contribution de Jeff. Voilà, très mitigé les votes, 40% pour, 37 contre. Et plus de recettes pour l'État. En effet, c'est l'INSEE qui disait 4 milliards 200 millions d'euros dépensés en drogue par les Français en 2020, donc l'année dernière. Autre contribution de nos auditeurs, Roel, 78 ans dans les Yvelines, qui nous dit qu'il faut réinstaurer le service militaire pour apprendre la discipline et le civisme à nos enfants. Alors, 2 thèmes, légalisation du cannabis et service militaire pour réapprendre la discipline, voire même sanctionner peut-être les délits, oui ou non? Othman Nasrou? Non, parce que ça ne réduirait pas les trafics, la légalisation du cannabis. Le principal trafic aujourd'hui, c'est le trafic de cigarettes. Donc vous voyez bien que ce n'est pas parce que quelque chose est légal qu'on ne le trafique pas, et en plus on aurait des substances encore plus nocives. C'est une chimère que d'imaginer que les trafiquants dans les quartiers vont mettre un costume cravate et vont ouvrir une boutique. Et donc non, il faut continuer à lutter contre les trafics. Sur le service militaire? Et sur le service militaire, aujourd'hui on est passé à une armée professionnelle. Je crois que le sujet de nos armées aujourd'hui, c'est de leur donner beaucoup plus de moyens et de ne pas les surcharger avec des tâches qui ne sont plus aujourd'hui des priorités dans l'État où se trouve notre défense, qui est considérablement affaiblie. Et le travail, l'investissement n'a pas été fait sur notre armée suffisamment. Il y a d'autres moyens, je pense au service civique notamment, que nous voulons considérablement renforcer pour créer ce creuset républicain dans notre jeunesse. Mais le service militaire tel qu'on l'a connu, je crois, il y a 25 ans, a fait son temps et coûterait d'ailleurs aujourd'hui extrêmement cher. Vijay Monani. Alors évidemment, sur la légalisation du cannabis, non, mais c'est vrai que... Votre candidat était pour à un moment. Non, c'est pas vrai. Ah si, non, il y a quelques années, il s'est prononcé pour, chacun pourra vérifier. Ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai qu'on est à la fois le pays le plus répressif et le pays qui consomme le plus. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Simplement, légaliser le cannabis, ça ne serait pas non plus une bonne solution, parce que si vous légalisez le cannabis, vous aurez en circulation frauduleuse du cannabis avec des taux de THC beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait tolérer dans un marché légal. Oui, il y a déjà une différence. Renseignez-vous, c'est ça le drame en plus. Et donc ça ne marcherait pas, et ça ne marche d'ailleurs nulle part en vérité, puisque vous avez toujours de la contrebande de cannabis avec des taux de THC beaucoup plus élevés. Sur le service militaire? Quant au service militaire, nous, on propose des stages militaires pour 10 000 jeunes tous les ans, notamment dans les quartiers prioritaires, pour qu'ils aillent se former à l'esprit militaire et à l'esprit des corps d'armée. Daniel Simonet, sur la légalisation du cannabis, vous avez déjà répondu sur le service militaire? Oui, avec bien sûr une possibilité du service civique, mais rémunéré au SMIC. Au SMIC, c'est important. Pour qu'on puisse avoir une vraie expérience, travailler dans un certain nombre d'associations d'intérêt général et pas en étant surexploité comme le système Macron l'a proposé pour un nombre de jeunes ridicules. Dienaba Diop, rapidement, parce que vous avez un peu d'avance. Donc, légalisation du cannabis? Non, pas de. Par contre, un véritable accompagnement des personnes justement qui consomment, des consommateurs, c'est-à-dire que vraiment travailler sur comment on les accompagne, comment on peut justement faire en sorte qu'ils décrochent, etc. Et puis un véritable travail sur les points de deal, etc. Donc ça, non. Par contre, sur tout le service militaire. Je crois qu'il y a une espèce de nostalgie de c'était mieux avant. Mais aujourd'hui, nos jeunes, ils sont très engagés. Il faut travailler sur du service civique. Il faut justement une meilleure connaissance avec une vraie rémunération. Je suis d'accord avec vous. Bah oui, parce qu'elle le dit pas. Non, mais elle le dit. Soit le SMIC, sinon c'est pas possible. Une vraie rémunération, mais il faut aussi qu'il y ait aussi programme d'Anne Hidalgo, temps. Oui, c'est au programme d'Anne Hidalgo. Vous savez, il y a plus de 70 propositions. Je vous propose de les lire. Mais ce que je dis simplement, c'est que déjà, pour nos jeunes, nous, on dit déjà, il faudrait faire une ouverture du RSA dès 18 ans. Pour que justement on arrête de paupériser notre jeunesse. Voilà. Et ils sont déjà et le service civique, oui, bien rémunéré pour une meilleure connaissance des institutions et qui se sentent appartenir à la République. Alors c'est une autre priorité pour les habitants des quartiers prioritaires, Faustine, l'éducation et l'emploi. Beaucoup de choses ont été faites, mais ça reste encore problématique. Sur le terrain. Quelques chiffres tirés de l'étude démographique de l'Observatoire national de la politique de la ville en 2021. Les quartiers prioritaires sont très jeunes, 39% des habitants ont moins de 25 ans. Mais cette jeunesse a peu accès à l'école ou au travail. Un tiers des 16-25 ans sont non scolarisés ou sans emploi. Le taux de chômage est 2,5 fois supérieur dans ces quartiers. Ça donne un taux de pauvreté dans ces zones de 42%, 3 fois plus qu'ailleurs en France. Pour comprendre l'origine de ces statistiques, peut-être zoomons sur les difficultés des élèves dans ces zones. Un exemple, dans le quartier prioritaire de la ville, Salengro-Gaston-Rouleau, à Cheval-sur-Bobigny et Drancy, en Seine-Saint-Denis. À la rentrée 2019, un collégien sur 10 était en retard à l'entrée en 6e et à peine plus de la moitié des élèves de 3e ont fait une première générale ensuite au lycée. Alors puisque c'est par l'école qu'on lutte contre les déterminismes, qu'on élève le niveau général, comment agir à la racine par l'éducation, le soutien à la parentalité? Est-ce que le salut de ces quartiers viendra des enfants? Et quelles propositions pour l'éducation? Alors avant de vous entendre sur ces deux thèmes, l'éducation et emploi, qu'on va réunir,
puisqu'il ne nous reste plus que 12 minutes de débat. Quelques chiffres. D'abord, sur les mesures à l'école, durant le dernier quinquennat, dédoublement des classes de CP et CE1, des 30 000 stages pour les enfants de 3e, renforcement des médiateurs et soutien éducatif, et puis 200 cités éducatives labellisées. Il y en aura d'autres à venir. Ça, c'est plutôt un point positif, hein, ces cités éducatives, si on se réfère à ce qui peut être dit sur le terrain. Et puis, en ce qui concerne l'emploi, on a des zones franches avec des exonérations d'impôts pour des entreprises qui s'y installent. On a également des emplois francs. Il y a le dispositif Un Jeune Solution, qui concerne également les jeunes de banlieue, les cordées de la réussite, plan égalité des chances, et puis enfin, les quartiers productifs, on va peut-être en parler. Quelles seront vos priorités, Daniel Simonet, sur ce grand sujet de l'éducation et de l'insertion? Alors d'abord, sur l'éducation, il faut absolument abroger toutes les lois bancaires qui ont cassé l'école comme c'est pas permis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un élève dans le 93, même dans le lycée le mieux doté, eh bien, a moins de moyens que dans le lycée le moins bien doté de Paris. Donc il y a une inégalité territoriale qui est inacceptable. Nous proposons évidemment des réformes pour l'école qui sont importantes et notamment, je parlerai par exemple de l'enseignement professionnel sur lequel le président Macron s'est attaqué pas plus tard que ces derniers jours, où il a annoncé finalement une casse de l'enseignement professionnel, une dissolution de l'enseignement professionnel dans l'apprentissage avec finalement simplement les patrons qui auraient tout pouvoir sur les jeunes, simplement pour les adapter comme ça, sans formation générale. Nous pensons qu'il faut par exemple revenir au bac professionnel à 4 ans. Nous pensons qu'il faut absolument permettre dans l'enseignement professionnel de pouvoir poursuivre des études. Nous souhaitons d'ailleurs instaurer une allocation d'autonomie pour chaque lycéen professionnel et chaque étudiant en formation, 2 063 € par mois. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de jeunes du 93 qui réussissent à avoir le bac ne peuvent même pas poursuivre des études parce que ça se ferme après le bac, parce que le système Parcoursup est tel, et on a tellement cassé l'enseignement supérieur qu'ils n'ont plus de place dans l'enseignement supérieur. Donc il faut absolument revenir à une école républicaine de la réussite pour toutes et tous. Avec 19 élèves par classe, c'est ce que Exactement, vous voilà, une moyenne de 19 élèves par classe. C'est extrêmement important si vous voulez avoir de bonnes conditions et faire en sorte d'avoir des pédagogies qui puissent contribuer à la réussite de... On manque de professeurs aujourd'hui en Comment France. vous faites? Oui, parce qu'il faut revaloriser. Nous, on voudra bien sûr dégeler le point d'indice des fonctionnaires et faire le rattrapage de retard du salaire des enseignants et faire en sorte qu'il y ait un grand plan de formation des enseignants. Aujourd'hui, le gouvernement veut casser et remettre en cause le CAPES. Il faut au contraire rendre à nouveau attractif le métier d'enseignant, qui est un magnifique métier, en revalorisant les salaires, en reconnaissant le besoin de formation. Et encore, en ce qui concerne l'emploi, vous êtes favorable aux emplois aidés. Vous le proposez. Alors, nous, sur l'emploi, nous pensons qu'il faut faire une politique à partir des besoins. Vous avez parlé des zones franches. Sur les zones franches, si vous prenez, par exemple, la Plaine-Saint-Denis, ça a été l'occasion, l'opportunité pour que des sièges d'entreprise puissent accéder à du foncier pour pas cher, moyennant quoi. Ça, c'est pas bien. Les emplois qui sont là-bas, c'est pas des emplois qui correspondent ni aux besoins du 93, ni aux qualifications des gens du 93. Donc, c'est des travailleurs qu'on déplace. Il faut enfin faire une politique de l'emploi qui part des besoins, besoins de la population. Vijay Bonani, vous qui êtes dans le 93, sur ce grand dossier de l'éducation et de l'emploi. L'éducation nationale va mal et elle ne va pas simplement mal dans les quartiers prioritaires, elle va mal partout en France. Mais c'est vrai que dans les quartiers prioritaires, cette situation est considérablement aggravée. On a entendu des chiffres tout à l'heure, moi je vais vous en donner un autre. Dans mon canton, au Blanc-Ménil, il y a une école où dans une classe de CP, sur 29 élèves, vous en avez 17 qui ne parlent pas français. Donc évidemment, dans ces conditions-là, ces élèves-là qui ne parlent pas français, pour eux, c'est extrêmement compliqué. Et pour les autres, c'est extrêmement compliqué. Donc la priorité, ça sera de l'apprentissage du français ? Ça sera une de vos priorités ? Ça consistera d'abord à ne pas accueillir d'étrangers qui vont venir alourdir les difficultés dans des classes qui sont déjà extrêmement compliquées. Ensuite, vous avez beaucoup de problèmes de discipline. J'en parlais tout à l'heure, mais on l'a vu dans les réseaux sociaux. Enfin, on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Ces classes où vous avez des perturbateurs qui vont jusqu'à frapper leurs enseignants. Là encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y aura un mauvais comportement ou un comportement délictuel, les familles verront leurs allocations sociales suspendues. Donc, selon vous, de manière à ce qu'on puisse rétablir la discipline. La sécurité, cette vision sécuritaire de l'éducation permettra
in C'est fine, extrêmement, oui, quand on d'insérer les gens quand dans le on monde de permettra, l'emploi. quand on permettra aux élèves de ces classes de ne pas avoir 17 élèves sur 29 qui ne parlent pas français, et quand on permettra aux professeurs enfin d'enseigner et de ne pas être perturbés par des élèves qui ont un mauvais comportement, oui, ça changera beaucoup de choses. Dienaba Diop. Écoutez, moi, c'est mon quotidien depuis 24 Alors, ans. cours Je suis parce que vous enseignante. avez de l'avance, Et je hein, peux, je suis alors, désolé. deux choses. Première chose, il faut quand même redire, parce que vous parlez du bilan d'Emmanuel Macron. Le bilan d'Emmanuel Macron dans le quinquennat sur l'éducation, c'est 7500 postes supprimés dans le second degré. Alors, c'est bien de dédoubler les CP et les CE1, mais c'est 7500 postes qu'il n'y a plus dans le second degré. C'est l'enseignement professionnel qui a été justement le parent pauvre de ce système, parce que ce sont des postes qu'on n'a plus, ce sont des heures de français, d'histoire géo, et aussi c'est de la culture aussi qu'on n'a plus dans ces. Alors, pour moi, que proposez-vous? nous, ce que nous proposons, c'est déjà 1, une revalorisation des salaires des enseignants. 2, que l'on puisse aussi avoir de meilleures conditions d'accueil des élèves, mais pas seulement dans le premier degré, mais aussi dans le second degré. Des vraies passerelles entre le professionnel, le technologique et le supérieur. On abroge Parcoursup, on supprime. Parce que c'est un algorithme. La carte scolaire aussi? La carte scolaire aussi, il faut la travailler, non pas seulement au niveau communal, mais aussi au niveau départemental. Pourquoi? Parce qu'on veut casser les ghettos, justement, pour faire de la vraie mixité sociale. Mais est-ce que c'est pas plus de déplacement pour les habitants de ces quartiers, enfin les jeunes de ces quartiers? Alors dans ces cas-là, mais justement, les jeunes justement pour lutter contre le déterminisme social, c'est aussi du transport qui soit adapté pour que justement ces enfants ne soient pas enfermés dans justement ces espèces de ghettos qu'on a fait depuis ces 40 dernières années. Et puis au niveau de l'emploi, c'est aussi donner la possibilité d'avoir une véritable formation, un accompagnement de nos jeunes, arrêter aussi le fait qu'une ouverture du RSA à partir de 18 ans pour que ces jeunes ne soient pas obligés de travailler pour pouvoir étudier. Et puis des stages vraiment rémunérés. Quand on travaille, on est payé à un taux horaire du SMIC. Othman Nasrou, les priorités. La refonte de la carte scolaire, par exemple. Alors, casser les ghettos scolaires, cette fois-ci. Vous pouvez peut-être rebondir là-dessus et puis détailler un peu le programme. Pour moi, ça n'est pas le sujet important. Le sujet important, c'est que le niveau scolaire s'effondre et a continué de s'effondrer sous Emmanuel Macron. Donc, il faut remettre des fondamentaux à l'école. 2 heures de français, 1 heure de mathématiques en plus à l'école primaire. Un examen d'entrée en 6e. Pas pour pénaliser qui que ce soit, mais si un enfant ne sait pas lire, écrire et compter, ça ne sert à rien de l'envoyer dans le collège unique. Il faut le mettre dans une 6e de consolidation pour que d'abord les fondamentaux soient là. L'autonomie des établissements pour qu'on rapproche la pédagogie du terrain et qu'on fasse confiance aux équipes qui sont sur le terrain et qui peuvent faire davantage et faire mieux si on leur en donne la possibilité. Une réserve éducative avec des professeurs à la retraite qui seraient rémunérés pour faire du soutien scolaire pour que tout le monde ait la même chance de réussir. Il faudrait mieux recruter et former des nouveaux enseignants. Hein. Plutôt, et écoutez, je sais qu'à gauche, on voit tout sur la question des moyens. Je sais que vous voulez la retraite à 65 ans. La question des moyens. Nous avons prévu 10 000 recrutements dans l'éducation nationale, mais pas simplement des enseignants, des surveillants, des chefs d'établissement. Mais quand j'entends par exemple parler sur la question de l'emploi, à l'instant du RSA pour les jeunes, ce que toute la gauche souhaite. Alors déjà, je vous informe qu'Emmanuel Macron l'a déjà fait, ça s'appelle le contrat d'engagement jeune. Pour une allocation d'autonomie à 1 063 €. Allocation d'autonomie pour les jeunes. Vous avez pu exprimer vos idées, j'aimerais aller au bout. Et en l'occurrence, moi, je considère que verser de l'argent à des jeunes pour qu'ils restent chez eux, c'est une marque de mépris, c'est une marque de condescendance. C'est une marque, c'est une manière de leur dire qu'ils n'auront jamais accès à un emploi. Et moi, nous leur proposons autre chose. Nous leur proposons un revenu. Si vous me permettez que je puisse finir une phrase. Finissez. Nous proposons autre chose avec Valérie Pécresse. Au contraire, c'est un vrai chemin vers l'emploi pour les jeunes. C'est ce qu'on appelle le revenu jeune actif. Un revenu, d'accord, mais à condition de suivre une formation dans un métier en tension, un métier qui recrute. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup dans notre pays qui ne trouvent pas preneur. Le BTP, la sécurité, le numérique, le médico-social, l'agroalimentaire, la sécurité, pour ne citer que ces exemples. On leur donne un revenu s'ils suivent une formation avec 70% de chances de trouver un emploi au bout. C'est ça qu'on veut. C'est pas de l'assistanat et de la condescendance pour nos jeunes. On peut peut-être faire confiance juste à notre jeunesse. Arrêtez. Ça vous fait au moins un point commun avec Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai qu'il l'a fait. Je vous soumets une proposition, une contribution qui est beaucoup revenue aussi sur la plateforme Ma France 2022. Je la donne dans la voix de Dominique, 60 ans, dans le 93, mais ils étaient vraiment très nombreux à la donner. Il faut envoyer les meilleurs profs dans les quartiers, pas les débutants. Exactement. Mais pour être aujourd'hui, c'est l'éducation prioritaire depuis 20 ans. On voit arriver des collègues qui ne sont pas formés. Il faudrait des personnes qui sont aguerries, justement pour pouvoir accompagner ces gens-là.
Mais c'est aussi le problème Voilà, en fait, on va des postes finir de le tour. remplacement. Oui. Il faut savoir Ils ont que, été par exemple, supprimés. les élèves du 93 peuvent avoir cumulé jusqu'à 1 an de retard dans leur scolarité simplement pour avoir subi en fait des absences d'enseignants non remplacés. remplacés. Il faut non seulement beaucoup plus de postes de remplaçants, et en plus, il faut aussi tous les métiers qu'il y a autour. Moi, je suis psychologue de l'éducation nationale, et j'ai vu d'année en année comment on supprimait nos postes et nos d'infirmières. fonctions. Or, c'est la même chose pour les infirmières, pour les assistantes sociales, pour la médecine scolaire, Les pour les COPSI. conseillers Alors, principaux d'éducation. ouais. Là, vous prenez de l'avance. Vijay Monani, vous avez un peu de retard. Non, mais- Sur envoyer les profs, les meilleurs profs Des dans profs les banlieues. expérimentés pour Bien former sûr, les bien sûr, élèves. pourquoi pas. Après, moi, je voudrais pas qu'on laisse imaginer que le problème de l'enseignement en Seine-Saint-Denis vient des professeurs. Les professeurs sont très méritants, ils essayent de faire leur travail, mais ils le font dans des conditions beaucoup plus difficiles que les autres. Et c'est la raison qui explique les arrêts maladie qui sont plus nombreux dans ce département-là qu'ailleurs. C'est parce que les conditions, ils sont plus difficiles. On a supprimé Donc aussi la solution de les bon aides sens consiste à agir sur les conditions du mal-être plutôt que sur ses symptômes. Mais on a aussi supprimé les aides, par exemple, sur les zones d'éducation prioritaire sous ce quinquennat. Il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées. Otman Nasrou. Oui, qu'il y ait une question aussi de sécurité des établissements, c'est une évidence. Et je veux juste dire ici que ni la gauche, ni vos élus de chez M. Zemmour ou de Mme Le Pen n'ont voté le bouclier de sécurité que Valérie Pécresse a mis en place dans les lycées. de Retoqué manière par la concrète. Cour régionale C'est des totalement comptes. faux. Pendant 6 ans, ce bouclier a Retoqué très bien par la Cour fonctionné. régionale des Et là, je comptes. parlais des brigades de sécurité dans Critiqué. lesquelles nous avons renforcé les moyens à la demande des chefs d'établissement. Et je vais le redire aussi, quand on s'en prendra à un professeur, eh bien, il faut qu'on soit puni sévèrement et qu'on soit puni dès le départ. Parce que là-dessus aussi, on a le droit du respect. C'est difficile d'être un enseignant, ce qui n'empêche pas de revaloriser notamment les débuts de carrière et effectivement d'attirer davantage des professeurs plus expérimentés dans un certain nombre d'établissements. Mais encore une fois, nous sommes les seuls aussi à avoir un projet financé, parce que depuis tout à l'heure, Ah j'entends si, énormément de 50 dépenses milliards en nouvelles. recettes. Alors, Nous avons- regardez Alors, nos on va prendre le débat et renvoyer. Des Avec mesures Jean-Luc économiques. Alors, s'il vous Mélenchon, plaît, nous avons 40 fait, secondes. avec Jean-Luc Mélenchon, Il nous nous reste- avons fait le samedi, Il nous reste 30 secondes pour conclure. toute une Merci. journée sur le financement de notre Merci. programme. C'est financé N'hésitez pas. beaucoup, en recettes. mesdames dépenses, et monsieur. messieurs, d'avoir participé Voilà. à ce débat qui était énergique. Et dans quelques heures, vous Oui, allez ah, à vous Bastille. faites le Mais top oui, promo, pour la là, grande de marche pour la Daniel 6e Simonet. Pour manifester République. contre la police. non Merci beaucoup Faustine Moharan.